Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat d'avant-premier tour des élections municipales 2026 à Sablé-sur-Sarthe. Pendant 1h30 ou presque, nous allons aborder différents thèmes qui concernent vraiment les Saboliens au cours de ce débat donc d'avant-premier tour. Organisé conjointement par les rédactions des Nouvelles de Sablé qui nous accueillent dans ses bureaux, et je remercie la rédactrice en chef Julie Uris de nous accueillir ici. Organisé également par LMTV Sarthe qui retransmet cette émission. Ici Maine, Le Maine Libre et Ouest France. 4 candidats présents lors de ce débat d'avant-premier tour pour échanger autour de 3 thèmes. Mobilité et urbanisme, attractivité du territoire, vivre ensemble et qualité de vie. Je vous le signale tout de suite, les candidats que je vous présente dans l'ordre d'affichage officiel, ordre d'affichage attribué par tirage au sort et que vous pouvez retrouver sur le site de l'État en Sarthe, sarthe.gouv.fr. Donc c'est un tirage au sort effectué par la préfecture de la Sarthe. Benoît Nicolardeau, pour commencer, liste Tous pour Sablé, bienvenue. Merci, bonjour. Fabrice Brivin, liste un avenir pour Sablé. Bonjour. Merci d'être là. Nicolas Ledière, maire sortant, liste Sablé pour vous. Merci, bonjour. Et Franck Desgranges, liste Rassemblement pour Sablé. À chaque thématique... Oui, bonjour. Bonjour à vous. Pardon, bonjour. À chaque thématique, nous déclarerons la première prise de parole. Si on la décale, on va la décaler, la première prise de parole, si bien que le dernier de la première question sera le premier de la dernière question. Bien entendu, les compteurs sont à 0 et j'invite chaque candidat à respecter la parole des autres et à gérer son temps de parole afin que le débat soit compréhensible par les auditeurs d'Ici Maine et les téléspectateurs d'LMTV. Et nous commençons avec la question des mobilités et de l'urbanisme. C'est Julie Uris, rédactrice en chef des Nouvelles de Sablé, et Tony Fabry, responsable de l'agence Ouest France de Sablé-sur-Sarthe, qui vont vous poser des questions autour de cette thématique. Julie, c'est à vous. Oui, nous commençons donc cette thématique par une question que se posent beaucoup de Saboliens, qui est vraiment une préoccupation. C'est celle de la rue Saint-Nicolas. Donc chacun, vous déclinez ce projet dans vos programmes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Merci pour la question. Donc Benoît Nicolardeau, Tous pour Sablé. Effectivement, on a énormément de solutions à apporter en matière de mobilité, mais je voudrais d'abord signaler que nous sommes là pour répondre aux besoins prioritaires des Saboliens qui, depuis 2020, ne sont clairement pas pris en compte. Et donc la question de la mobilité, ça tombe bien que vous la posiez parce que la ville est à l'arrêt aujourd'hui. C'est véritablement une question que nous inscrivons dans le cadre de l'attractivité qui est vraiment le cœur de notre projet. Cette mobilité et donc la question de la rénovation de la rue Saint-Nicolas, c'est bien évidemment une question que depuis de nombreux mois nous avons à l'ordre du jour et que nous travaillons, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le programme d'autres et qui font de la surenchère électorale aujourd'hui, très clairement, et qui ont fait d'autres choix au détriment des Saboliens. Cette rénovation de la rue Saint-Nicolas, c'est notre projet phare pour plus de sécurité, d'attractivité, puisque ça va permettre bien évidemment de travailler l'entrée de ville et aujourd'hui nous le ferons en 2 temps avec effectivement un premier temps entre la place de la République et la rue de l'Abreuvoir, puis dans un deuxième temps rue de l'Abreuvoir jusque la rue des Jumeaux, en ayant fait un certain nombre de chiffrages pour encore une fois plus de sécurité et d'attractivité. Monsieur Brivin. Alors nous on n'a pas travaillé spécialement sur la rue Saint-Nicolas. On travaille sur une vision globale de la ville pour le quotidien des habitants. Donc cette rue Saint-Nicolas, oui, il faut y penser, mais c'est pas la seule. Nous, on a réfléchi sur l'ensemble des déplacements sur la ville. Donc de chiffrage, on n'en a pas, c'est vrai. Maintenant, le chiffrage, on s'aperçoit qu'au fil des élections et des campagnes électorales, les chiffrages qui sont dits à une campagne ne correspondent pas finalement au montant des projets. Donc voilà, et en plus il nous manque des éléments pour pouvoir faire un chiffrage correct et les services, nous on n'a pas accès. Donc cette rue Saint-Nicolas, bien sûr qu'on y pense, mais dans un projet global en réfléchissant sur le quartier de la Gare, ce quartier de Lille et les différents quartiers de la ville. Donc c'est une vision globale de la ville et pas spécialement sur un axe de la ville. Monsieur Ledière.
Bien, en ce qui concerne la rue Saint-Nicolas, j'y viendrai tout à l'heure, parce que c'est un débat qu'on entend depuis 50 ans à Sablé, donc on commence à être un peu rodé sur cette rue Saint-Nicolas. Il y a un maillage qui a été effectif au niveau des mobilités qu'on a lancé depuis 2020 en fait sur la ville de Sablé, qu'on va poursuivre, notamment sur la rue François-Mauriac, en lieu et place où il y a le collège Simone Veil, la salle de sport Anjou également, la route de Pressigné qu'on va également travailler à la suite de la rue des Jumeaux. On va travailler également sur le quartier Moreux, l'avenue de Bucbourg et puis l'allée du Québec qui nous emmène notamment pour que ce soit sécurisé vers l'hippodrome. La rue Saint-Nicolas, effectivement, c'est une rue emblématique de Sablé, mais au-delà de ça, ce qu'on propose aujourd'hui, ça a été travaillé par nos services depuis plusieurs mois. On a fait un chiffrage. Aujourd'hui, refaire entièrement la rue Saint-Nicolas, on est à 9,5 millions de budget. On a aujourd'hui 4 millions qui restent à charge pour la ville de Sablé. Et j'avais dit à l'équipe, le jour où on s'attaque à la rue Saint-Nicolas, on ne le fait pas par tronçon et on attend 1 an, 2 ans avant de recommencer. On l'a fait dans sa continuité. On va le faire par phase parce qu'on est obligé d'avoir des lieux de circulation. Mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, cette rue, va falloir qu'on fasse tout ce qui est réseau. Les réseaux d'assainissement, les réseaux d'eau pluviale. Va falloir qu'on voit pour le filaire, va falloir qu'on ait toutes les instances, en fait, le syndicat d'eau, le comité de communes, département, qui s'alignent. Et c'est ce qu'on va préparer sur l'année 2027 pour qu'on commence les travaux à partir de 2028. Voilà. Monsieur Desgranges, sur cette question. La rue Saint-Nicolas, l'urbanisme. Donc le thème, on est bien d'accord, c'est l'urbanisme. La mobilité et urbanisme, c'est le thème, effectivement. On n'attaque pas tout de suite la partie mobilité. J'ai envie de vous répondre sur la forme et sur le fond. Sur la forme, après l'intervention de M. Ledière. Donc effectivement, il y a un travail conséquent qui a été fait, je le vois par la mairie actuelle. Je fais une copie d'écran d'ailleurs de votre site de propagande, Sablé pour vous. Voter Sablé pour vous, c'est voter pour un nouveau projet pour le secteur des lavanderies et place d'Onguerangé. Donc la rue Saint-Nicolas n'en fait pas partie. Donc c'est une très belle présentation. Par contre, il me semble que c'est une étude de document réalisée par une école d'architecture qui vous a été présentée par la région à un moment donné en tant que maire. Et vous en avez fait une communication en conseil municipal. D'ailleurs, l'opposition avait trouvé que c'était, ça sortait un peu comme un chapeau sans concertation, d'un problème de démocratie locale. Et puis, ça nous donne l'impression que finalement, les fonds publics financent un peu votre propagande, qui est la vôtre avec ce projet d'organisme. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut en compte de campagne, mais il faudra en temps voulu se poser la question. Alors, sur le fond, il est indéniable qu'il faut travailler sur un projet d'urbanisme structurant pour Sablé, mais en concertation avec les forces présentes. Les grandes entreprises, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Sablé, mais puis par contre vont habiter sur la périphérie. Les commerçants, pas de commerce de proximité alimentaire d'une certaine importance qui permettrait d'avoir une fréquentation régulière des Saboliens. Il y a une paupérisation des commerces avec une multiplication des kebabs, des choses comme ça. Donc il y a ce projet d'urbanisme, effectivement, il est général et la rue Saint-Nicolas en fait partie. Et il faudra travailler dessus d'une manière vraiment importante. On va continuer, si vous voulez bien, sur le débat. Sachant qu'en conclusion, il faudra quand même faire attention à ce qu'il y ait une modération fiscale derrière tout ça. Parce que quand on voit que la taxe foncière a augmenté de 171% pendant le mandat de M. Ledière, ça ne peut pas non plus être très attractif. Est-ce que vous voulez répondre, Nicolas Ledière ? À défaut d'avoir un programme, le Rassemblement national, au moins ils ont un sujet, c'est Nicolas Ledière. C'est la première chose. Les chiffres 171%, alors là je ne sais pas d'où ça sort, vous me les donnerez. Très sincèrement, je pense que en ce qui concerne la rue Saint-Nicolas, on n'invente rien. C'est les services qui travaillent depuis des mois sur ce sujet. Vous parlez d'urbanisme, vous parlez de commerce. Si vous pouvez interdire l'installation des kebabs, vous m'expliquerez comment on fait, parce que c'est pas le maire qui a la main là-dessus. Mais bon, visiblement, vous avez plein de solutions, c'est formidable.
Attention à ne pas déborder, je vous le dis, sur l'attractivité du territoire qui peut être effectivement la même thématique. Tony Fabry, responsable de l'agence Ouest France, veut aller plus loin sur ce sujet, notamment des mobilités. Sur les mobilités, on sait qu'à Sablé, il y a un bus gratuit, le bus de ville, le bus réseau. On sait qu'il y a énormément aussi de gens qui utilisent encore leur voiture, des milliers de voitures qui passent par le centre-ville. On sait aussi que les usagers de la bicyclette, les cyclistes, mettent une note encore assez faible dans le dernier baromètre de la Fédération des usagers, la FUB. Dès lors, quel est votre projet pour concilier toutes ces mobilités et notamment intégrer les mobilités douces dans la ville pour faire cohabiter finalement tous les modes de déplacement du quotidien? Benoît-Nicolas Arnault. Oui, merci. Sur ce sujet, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, on a pris acte de la note qui est la plus mauvaise, la note F, pour un réseau aujourd'hui fragmenté et peu sécurisé. C'est ce que nous dit la Fédération française des usagers de la bicyclette. Et très concrètement, il nous semble important, mais de façon prioritaire sur certains axes, de faire en sorte que ces parcours soient davantage sécurisés, et notamment rue Gambetta, avec la suppression des rétrécisseurs. On a aussi, bien évidemment, pour que ce soit moins fragmenté, la nécessité de donner plus de fluidité entre la gare et le centre-ville pour permettre aux piétons et aux cyclistes que nous n'opposons pas d'être davantage capable d'utiliser ces différents itinéraires. Et puis, si on prend du recul, parce que Sablé nous intéresse, mais Sablé ne pourra être attractive et répondre sur ces questions-là que si on arrive aussi à relier les communes les unes aux autres autour de Sablé par des pistes cyclables continues, ce qui suppose de coopérer avec un certain nombre d'acteurs, notamment des maires, la communauté de communes, le département, ce qui aujourd'hui, bien évidemment, est impossible compte tenu de l'isolement de Sablé et de son maire par rapport à l'ensemble de ces acteurs, coupure par rapport aux citoyens, isolement, et aussi par rapport à tous ces acteurs qui pourtant doivent travailler avec nous dans la coopération pour favoriser sur ce point-là, mais comme sur d'autres, une meilleure qualité de vie et une vraie mobilité au service des habitants. Nicolas Ledière, est-ce que vous voulez répondre? Oui, enfin, on va peut-être laisser la parole à M. Brivin, parce que... Comme vous le souhaitez. Si vous voulez, on est Monsieur deux Brivin, locaux de la ville vous. quand même. Les autres sont pas forcément de Sablé. Je vous en prie, Monsieur Brivin, sur ces mobilités, un sujet qui vous concerne. Oui, tout à fait. Nous, sur les mobilités, on sait que la ville de Sablé, comme beaucoup de villes, il y a des problèmes aussi fonciers, on ne peut pas pousser les murs. Donc, il faut penser quand même partage de la voie entre les voitures et les vélos. Donc, on réfléchit à faire des trajets alternatifs, notamment, donc c'est un projet sur le long terme, notamment au niveau du quartier de la gare, où derrière Granderie ou dans Granderie, il y aurait peut-être possibilité, en partenariat avec l'entreprise, de trouver un petit bout de terrain qui pourrait nous faire passer derrière pour rejoindre le champ de foire ou nous-mêmes. Et de même, vers les lavanderies, on pense aussi à ce qui vient, la voie qui vient de Solesmes, le long, revenir aux lavanderies et passer donc une petite passerelle, bien sûr, des lavanderies jusqu'à la place d'Anguay-Anguay. Et là, on retombe sur le port. Sur le port, on longe vers Théophile Play, on longe jusqu'au marché au port. Et là aussi, c'est à réfléchir et à préempter quand il y a des terrains qui sont disponibles pour pouvoir passer le long et arriver vers la passerelle de rue François Mauriac. Voilà. Et par contre, ce qui peut aussi être mis en place, c'est qu'il y a quand même des voies existantes. Depuis longtemps, il y a des voies existantes. Et bien déjà, là, il faudrait voir avec les usagers. Il y a déjà avec certaines associations et même avant, dans les mandats précédents, il y a eu des réflexions sur comment on aménage, comment on améliore l'existant pour favoriser la sécurisation des cyclistes. Et donc, en se servant de l'existant, parce que nous, on est aussi beaucoup pour se servir de l'existant et des fois, l'existant permet de faire des économies. Et bien, se servir de l'existant en partenariat avec les usagers pour mettre de façon agréable l'existant et sécurisé. Donc il y a vraiment des choses à faire avec déjà de l'existant et du travail collectif avec les usagers et des associations.
Monsieur Lediard. Oui, alors effectivement, il y a eu un travail de fait. Bon, Monsieur Nicolardo, s'il était arrivé avant 2020, il aurait vu ce qui était à la ville avant en matière de mobilité douce. Mais aujourd'hui, quand on prend la rue Gambetta, pourquoi on a pris ce sujet? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, d'élèves qui traversent cette rue le matin. Il y avait une problématique de sécurité. Depuis qu'elle est comme ça, 0 accident. Ensuite, on avait les vélos, les trottinettes sur les trottoirs. Tout le monde s'en plaignait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et surtout, on a cassé la vitesse. Et c'était l'objectif, qui est les gens roulent beaucoup moins vite sur cette rue. On a fait l'aménagement, notamment de la rue Saint-Denis, ça marche très bien. On a fait un aménagement sur la rue Paul Doumer, qui était important également et qui a été même à la demande des habitants de cette rue. Donc, on va poursuivre cette action. Après, je suis surpris que M. Nicolardo s'étonne de la rue Gambetta. Sincèrement. Vous habitez Pressigné et l'entrée de Pressigné, c'est exactement la même disposition que la rue Gambetta. Voilà. Mais bon, ça marche peut-être mieux à Pressigné qu'à Sablé, effectivement. Je vais vous en parler. Vous pouvez répondre, Monsieur Nicolardo, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur Lediard. Et vous mettez le doigt sur un point important, c'est que cette question de la rue Gambetta, elle a été... Alors, on s'étonne du fait que je puisse être surpris, mais il y a des milliers de Saboliens qui ont été surpris également, puisque ils ont, sauf erreur de ma part, signé une pétition très significative. Et d'ailleurs, durant le mandat, il y en a eu 3. Donc, Benoît Nicolardo et tout Benoît Nicolardo qu'il est, constatent que des milliers de Saboliens ont pu constater les déboires de la rue Gambetta, ce que vous avez d'ailleurs admis précédemment. Donc, les gens apprécieront. Monsieur Desgranges, sur ce sujet. Alors, sur le sujet de la mobilité. Donc, j'abonde tout à fait dans le sens de M. Nicolardo. Effectivement, le maître mot reste quand même malgré tout la concertation. C'est ce qui manque un petit peu dans les dossiers qui arrivent. Et puis, je dirais encore une fois à M. Lediard, vous faites partie d'un mouvement politique, Horizon, Christelle Morancet, et puis surtout Édouard Philippe, qui a persécuté les automobilistes, il ne faut pas l'oublier. 80 km/h en campagne pour les gens qui étaient en campagne, le doublement du gasoil, la répression des gilets jaunes. Alors, c'est pas très positif pour vous. Alors, notre vision de la mobilité pour Sablé, à nous, c'est tout sauf punitif. Donc, notre programme intègre 2 fois ce sujet. La première, c'est qu'en effet, on est conscient que faire cohabiter les anciens avec les patinettes, c'est pas simple. Il y a 30% de la population qui est supérieure à 60 ans. Donc, on l'a traité dans le programme sur le volet 5 avec la solidarité et service aux habitants, un social juste et de proximité. Et les propositions qui sont les nôtres, c'est donc dédié aux anciens, c'est la mise en place d'une carte senior donnant droit à des services gratuits ou tarifs réduits. Voilà. Donc le transport municipal à la demande pour aller faire les courses, portage de repas, etc. Et de plus, un minibus sera dédié une journée par semaine, transport des aînés isolés, vers le centre-ville ou le marché. Voilà. Avec tout ça, je pense qu'on pourra offrir aux aînés la possibilité de se mouvoir sans se confronter aux dangers des autres moyens de déplacement. Bon, et puis le deuxième volet, donc le volet 6, c'est de l'écologie de bon sens et cadre de vie vers une ville verte et durable sans écologie punitive. Donc le volet mobilité, on le développe à travers du développement des mobilités douces par la création de pistes cyclables, effectivement, sécurisées sur les tronçons manquants, tout n'a pas été encore fait, reliant les équipements scolaires et sportifs. Et puis, on installera des arceaux de stationnement vélos supplémentaires dans le centre et près des écoles, parce que si on a une mobilité douce, il faut pouvoir les garer. Notre vision des mobilités simplifiées. Monsieur Lediard, vous pouvez répondre. Non, on va peut-être rappeler à Monsieur Desgranges qu'on est là pour une action locale et pas nationale. Ça peut permettre de recentrer un petit peu le débat. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Je vous en prie. Monsieur Lediard, vous voulez répondre peut-être à Monsieur Nicolardo également ? Oh non, on continue. Très bien. Est-ce que vous aviez là pour parler de nos projets, encore une question sur cette thématique des mobilités ? Si, peut-être concrètement, donc la rue Saint-Nicolas, quels travaux vous engagerez réellement sur ce mandat, sur le boulevard ? Monsieur Nicolardo. Oui, alors encore une fois, nous on a un projet en 3 phases. Une première phase, et on a pu le voir dans nos réunions publiques. Et est-ce que les 3 phases seront faites sur ce mandat-là ? 2 phases sur le mandat. Vous avez vu, et d'ailleurs que depuis le mois d'octobre dernier, on communique très largement sur le contenu de notre projet. Donc ça ne sort pas du chapeau. On a un maire musicien, mais qui est aussi un maire magicien quand il parle des chiffres. On le verra avec la passerelle. On nous avait dit 800 000 euros de reste à charge. En réalité, c'est
le double. Donc quand on vous dit 4 millions d'euros de reste à charge, en réalité ce sera bien plus, d'autant plus que Nicolas Ledière, qui était présent avec Marc Joulot entre 2014 et 2019, sait parfaitement que le chiffrage de la rue Saint-Nicolas était déjà bien plus élevé que le chiffre qu'il annonce aujourd'hui. Donc on est dans l'imposture et on est également avec des éléments qui sont véritablement travestis. Mais pour répondre à votre question, 3 phases: réfection complète des réseaux et de la voirie, trottoir accessible, enfouissement des câbles et circulation évidemment apaisée, en cohérence avec les aménagements qu'on va faire aussi, les aménagements qui existent, boulevard Joël Le Teul. L'idée globale étant effectivement de travailler sur ce premier tronçon que j'ai énoncé tout à l'heure, et sur le deuxième tronçon entre la rue de l'Abreuvoir et la rue des Jumeaux, faire un enrobé de à peu près 10 cm pour faciliter la circulation. Monsieur Brivin, même question. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas spécialement réfléchi sur la rue Saint-Nicolas. Par contre, nous, sur tous les projets, ce qu'on a envie, c'est de remettre les habitants, les impliquer. Et donc, sur tous les projets qui seront structurants, il y a besoin d'aller voir les habitants, il y a besoin de discuter avec eux. Donc, ça se fait sur le long terme. On n'y va pas au bulldozer. On réfléchit avec les habitants, avec les utilisateurs. La concertation est primordiale parce qu'on a aussi envie que les habitants se réintéressent à la vie publique, à la vie de citoyens, alors qu'ils s'intéressent pour leur quartier, mais qui s'intéressent pour leur ville. Et moi, j'ai envie de voir le taux d'abstention diminuer. Et quand on va à la rencontre des habitants aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, que ce soit municipal ou pas, ils ne veulent plus voter. Ils n'ont plus envie de voter. Donc, il faut les remettre le pied à l'étrier. Et la concertation, ça commence par ça. Par contre, c'est du temps. Monsieur Ledière, sur la rue Saint-Nicolas, vous avez un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais peut-être plus dans le détail. Plus dans le détail, c'est que déjà le chiffrage, les services apprécieront la remarque de monsieur Nicolas Ardo en sachant qu'ils ne savent pas chiffrer. Mais bon, on va lui laisser cette appréciation. Il n'y a pas que la rue Saint-Nicolas, c'est qu'on va faire aussi les rues adjacentes, qui concerne la rue de la Chartrerie, qui concerne la rue Haute-Folie, parce que ces 2 rues également doivent être faites. On a également la place du marché au port, et ça va commencer les travaux à partir de 2028. S'enchaîneront, première partie, rue de l'Abreuvoir, enfin le bas de la place de la République jusqu'à la rue de l'Abreuvoir, ensuite de la rue de l'Abreuvoir jusqu'à la rue des Jumeaux jusqu'au premier rond-point route de Pressigné, ensuite du rond-point de route de Pressigné jusqu'à ce qu'on appelait anciennement la carrosserie Tessier. Voilà, donc le phasage est fait, il est prêt, et nous allons donc enchaîner après. Voilà. Monsieur Desgranges, je vous invite à regarder le chrono. Vous n'avez plus trop de temps sur ce sujet, mais libre à vous de prendre du temps sur les autres sujets. Vous pouvez répondre très rapidement, effectivement, je suis d'accord avec monsieur Brivin et monsieur Nicolas Ardo. Expertise pour la rue Saint-Nicolas, donc écoute, ensuite, proposition, concertation et réalisation. Je crois que c'est ce qui va nous animer pour la rue Saint-Nicolas. On a fait le tour sur cette thématique, je pense. On va passer au second thème et je vous remercie, messieurs les candidats. On voit que vos chronos sont à peu près similaires. En tout cas, on est dans la même tranche. Le second thème, attractivité du territoire. Julie Uris, vous aviez une première question à poser et puis on va inviter Sophie Nouchia à remplacer Tony Fabry tout à l'heure sur la deuxième partie de cette thématique. Je vous en prie, Julie. La première question, c'est autour de la revitalisation du commerce. On voit bien que la rue de Lille a perdu notamment, en tout cas, beaucoup de commerces ces derniers temps. Quelles sont vos idées pour revitaliser la ville, le centre-ville particulièrement ? Monsieur Brivin. Donc la rue de Lille, oui, c'est le point de discussion central. Maintenant, la rue de Lille, c'est pas la seule rue commerçante de Sablé-sur-Sarthe. Et bien, évidemment, dans le passé, la rue de Lille, c'était comme ci, comme ça, il y avait tant de commerces. Aujourd'hui, le commerce évolue à Sablé, mais dans toutes les villes. Aujourd'hui, quand on voit la façon dont les gens ont de consommer, ils consomment beaucoup sur Internet, beaucoup de seconde main. Voilà, il y a beaucoup de municipalités qui essaient des choses, c'est très bien. Après, des fois, on se casse les dents aussi sur des idées toutes faites sur le commerce. Le commerce, de notre point de vue, il ne faut pas aussi commerce pour commerce. On a besoin aussi de réfléchir dans notre projet à peut-être une modération de la consommation. Et les lieux de commerce actuellement, dans les villes, c'est des lieux plutôt de rassemblement, de convivialité. Donc réfléchir à des commerces qui amènent un service et éventuellement un lieu de convivialité pour que les gens aient envie de venir. La rue de Lille, éventuellement, c'est aussi insister sur les façades. Donc, dans Cœur de Ville, il y a quelque chose qui existe, c'est continuer et
éventuellement, peut-être que les cellules appartenant à la ville peuvent aussi rentrer dans ce contexte pour avoir une cellule prête, s'il y a un porteur de projet, eh bien qu'il y ait une cellule qui soit disponible, qui soit attractive pour pouvoir poser ses valises. Donc il y a plein de choses à mettre en place, mais je fais attention au temps de parole, donc je vais pas trop Je vous en aller plus prie. Monsieur Lediers, c'est à vous. Oui, bah effectivement, la rue de Lille, c'est comme beaucoup de commerces de centre-ville, hélas, le constat qu'on fait à l'échelle nationale de désertion. Après, on a un projet de revitaliser, en tout cas sur l'îlot des Lavanderies notamment. C'est un travail qu'on a commencé il y a 2 ans avec l'agence APEI. On a travaillé avec eux. Avant de travailler avec eux, on s'était renseigné notamment auprès des services de l'État, le directeur de la direction départementale des territoires, de venir sur place et de nous dire la faisabilité d'un projet sur ce site. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qui était possible? Il faut savoir que les Lavanderies, c'est dans un site inondable, aléa fort. Aucune construction n'est possible, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, vous pouvez repenser le site, mais il ne faut pas de barrage à l'eau pour si jamais il devait y avoir des inondations. On peut se rendre compte qu'avec ce qui s'est passé au mois de janvier et début février au niveau des intempéries, on n'est pas à l'abri de revivre. Le barrage qui a été fait suite aux inondations de 95 à Sablé a très bien fonctionné, donc on peut s'appuyer dessus, mais par exemple Angers n'avait pas prévu de revivre des inondations comme ils ont vécu. Donc c'est de revitaliser, de retravailler donc cet îlot des Lavanderies, d'en faire un espace de halle, donner la possibilité au marché du samedi, qui est aujourd'hui sur des places de stationnement, de se déplacer et de permettre aux usagers de se garer sur la place de la République. Ça va être aussi de ramener du flux en fait, de redécouvrir son centre-ville. Aujourd'hui, on a l'impression que le Sablé, le centre-ville n'est pas beau. Je suis sûr que ce marqueur va être extrêmement important pour demain, de ramener du flux. Ça a des connexions vers les bords de Sarthe, on a des connexions qui vont vers la place de la mairie, on peut remonter après bien évidemment sur la place du Champ de Foire. Donc toute cette connexion, de relancer cette dynamique par du beau et par une architecture qui va changer la physionomie du centre-ville va être extrêmement importante pour l'avenir. Franck Desgranges, c'est à vous. Donc attractivité du territoire et donc revitalisation commerce centre-ville. Alors nous avons un programme à court, moyen et long terme. Donc à court terme, on voit bien que les commerces vacants représentent 18% sur Sablé, donc c'est énorme. Et Monsieur Lediers, effectivement, donc des kebabs s'installent et on peut faire en sorte qu'on choisisse à un moment donné des commerces qui soient plus locomotives. En l'occurrence, en votant au conseil municipal un droit de préemption sur les commerces vacants, afin de prendre la main et favoriser l'installation commerce alimentaire de proximité pour attirer une fréquentation régulière des Saboliens. Voilà, donc ça c'est la première proposition que l'on fait. La deuxième, c'est on s'aperçoit que beaucoup de commerce se fait en ligne et on envisage donc de mettre à la disposition des commerçants gratuitement une marketplace. Voilà. Afin de capter le commerce en ligne, accompagner tout ça avec des manifestations populaires et festives associées à des concours municipaux, comme le fleurissement, la crèche de Noël, et non pas la fête des couleurs de l'hiver, des fêtes des pères, fêtes des mères, récompensées par des bons d'achat sur un marketplace. Voilà. Donc ça, c'est le court terme, on peut agir assez rapidement là-dessus. Projet moyen, long terme, le nerf de la guerre en ce qui concerne les commerces, ça reste la fiscalité. Bon, qu'on le veuille ou non, sur Sablé, elle est assez importante. Et on propose d'exonérer partiellement les entreprises de la TLPE, ou du moins celles qui ont des petites surfaces, comme moins de 20 mètres carrés. Ça serait donc une modération fiscale chère au Rassemblement national. Et puis sinon, là par contre je vous rejoins, donc il faut travailler sur l'urbanisme pour préparer la ville de demain avec un quartier haute qualité, ensuite irriguer les commerces du centre-ville. Bref, il faut redonner une identité au centre-ville et assurer une modération fiscale. Vous vouliez réagir, Nicolas Lediers? Non, juste dire à M. Desgranges, je vais lui faire gagner du temps, c'est qu'il n'y a pas besoin de voter un droit de préemption, c'est qu'il est acquis d'office. Donc il n'y a pas besoin que ça passe en délibération, c'est juste ça, ça permet de gagner du temps surtout. Monsieur Nicolas Ardo, sur ce sujet. Oui, merci. Alors, sur ce sujet, avec Tous pour Sablé, on a une vision qui est stratégique et qui englobe l'attractivité de la commune hors centre-ville et, évidemment, le focus sur la revitalisation du centre-ville. L'un
va avec l'autre. On n'oppose pas, nous, les zones commerciales et le centre-ville. Et donc, évidemment, il est d'abord question de rétablir des flux entre la gare et le centre-ville via la rue Gambetta, des flux via la rue Saint-Nicolas et des flux aussi avec le projet sur l'îlot des Lavanderies, en ayant bien conscience qu'effectivement, techniquement, il peut y avoir une certaine complexité, mais quand on regarde ce qui se passe à Saint-Pierre-des-Corps, à Tours, vous avez des personnes qui arrivent dans des zones proches des fleuves, comme dans bien d'endroits en France, à mettre en place un certain nombre d'activités. Donc nous, notre singularité, c'est qu'on a la volonté de remettre des flux, et c'est assez rigolo d'entendre parler, Nicolas le dire, de flux, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est au cœur de notre projet depuis de nombreux mois. Et ensuite, une fois que les flux sont amorcés, eh bien, on est dans une volonté d'animer, avec un plan d'animation commerciale, grâce à un manager de commerce digne de ce nom, eh bien, d'animer et de donner de la visibilité aux commerçants pour qu'ils puissent anticiper, faire des animations et qu'elles soient coordonnées via le manager de commerce, dont nous reverrons bien évidemment la fiche de poste, pour que ce manager de commerce puisse aussi aller, en étant bien accompagné, ce qui n'a pas été le cas durant la mandature malheureusement, chercher des enseignes. J'attire votre attention parce qu'on est 3 ici à avoir été dans le monde de l'entreprise. Attention, parce que vous avez un phénomène aujourd'hui de relocalisation de certaines enseignes. Et nous, encore une fois, on ne s'avoue pas vaincu. On essaye de trouver les opportunités là où elles sont pour faire revenir quand c'est possible. Et en tout cas, de tenter et de ne pas toujours être victime des circonstances. Juste petite question, vous avez évoqué certaines enseignes déjà ? Oui, c'est vrai. Alors après, effectivement, on regarde dans l'alimentaire, dans le non-alimentaire. Aujourd'hui, les discussions sont en cours. Et donc, il n'y a pas vous savez aussi qu'il y a une certaine confidentialité, une certaine discrétion à avoir. Donc ici, j'en en parlerai pas. Mais en tout cas, c'est en cours, compte tenu des connexions, parce qu'on est des gens qui avons des connexions avec ces différents mondes, milieux d'entreprise, pour que Sablé puisse être vraiment revitalisé. Nicolas Lediard, un mot là-dessus ? Oui, alors effectivement, j'étais pas dans l'entreprise, mais par contre, je fais partie d'un CA, Ville-de-France, où on a étudié, puisque c'est Ville-de-France qui a lancé l'action Cœur de Ville. Et j'ai vu ce qui se passait quand même dans le pays. Juste pour rappel, toutes les enseignes nationales, pour certaines, sont en redressement judiciaire ou en liquidation. Elles quittent toutes les centres-villes. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Et comme le disait M. Brivin, il en avait fait une très bonne description, les modes de consommation ont vraiment changé aujourd'hui. Les deuxièmes mains, comme il le disait, d'acheter avec son portable. Mais aujourd'hui, il y a une vraie réalité là-dessus. Voilà. Merci. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, nous sommes 5 médias qui collaborons ensemble pour ce débat. Donc, j'appelle Sophie Nouchet pour le Maine Libre qui va nous rejoindre sur la question de l'attractivité du territoire, puisque l'attractivité, vous le savez, ce sont les commerces, mais c'est aussi les logements, proposer notamment des logements en centre-ville aux habitants. Sophie. Oui, alors la population augmente à Sablé. Recommence à augmenter depuis peu, là à peu près 117 habitants en plus d'après les dernières données INSEE. Et Sablé, c'est aussi une ville où beaucoup de gens viennent travailler tous les jours sans forcément pouvoir se loger en ville. Donc nous aimerions connaître vos solutions pour permettre à différents types de populations de se loger, à la fois aux plus aisés, mais aussi aux milliers d'ouvriers qui peuplent la zone industrielle. On recommence avec Fabrice Brivin, si vous voulez bien. Oui, en effet, dans nos rencontres, ce qu'on voit, c'est que des gens, oui, ils cherchent des logements, mais pas spécialement des logements pour rester longtemps. Ils ont besoin de logements à bas prix et des logements dignes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le territoire de Sablé. Au dernier recensement, je crois que c'est 2024, il y a 712 logements vacants sur le territoire sabolien, qui ne sont pas tous en centre-ville, certes, mais il y a quand même des endroits, notamment en bas de la rue Saint-Nicolas, dans le centre-ville, plusieurs endroits où le logement est vacant et le logement est souvent aussi insalubre. Donc là, il faut aussi travailler avec les propriétaires. Il y a une plateforme aujourd'hui qui existe, Zéro Logement Vacant, qui a été mise en place par l'État. Et il y a aussi une association qui s'appelle Agir contre la vacance, qui existe dans diverses métropoles. Et ces deux actions avec cette plateforme et cette association, on doit se mettre en lien avec eux pour voir
comment on peut débloquer des situations. Les situations sont certainement pas toujours simples, mais il faut travailler sur le long terme. Et la revitalisation aussi, quand on parle de commerce, c'est aussi remettre des habitants dans la ville, des habitants qui vont être sur place pour consommer sur place. Et d'autre part, parce que quand on a des logements vacants qui, au bout d'un moment, dépérissent, eh ben, les bâtiments à côté, ils peuvent aussi être mis en insécurité. Et au bout d'un moment, de toute façon, ces logements vacants, soit ils sont délabrés et il faut les abattre, ou ça pose un problème. Donc il faut prendre le problème à la racine et voir ce qu'on fait avec ces logements vacants. Est-ce que la ville rachète des logements et se met en partenariat avec, mettons, Amaneo, qui peut être aussi une société qui peut prendre en charge l'aménagement c'est des professionnels, ils savent comment faire pour amener ces logements dans le parc locatif. Voilà. Et puis il y a un partenariat aussi avec les propriétaires. La recherche de propriétaires n'est pas toujours simple, mais il faut vraiment s'attaquer aux logements vacants. On va construire des choses neuves et à côté, on va avoir des choses qui dépérissent. Donc il y a un équilibre à trouver, et les logements vacants, c'est pas qu'à Sablé, mais partout, c'est le logement vacant, c'est très très important. Je signale que Yann Lastenet, notre confrère d'Issy-Maine, nous a rejoint également, et pas que Sophie Nouchet du Maine Libre. Et on remercie Issy-Maine qui sonorise cette émission. Vous voyez les micros, les bonnettes Issy-Maine. Monsieur Ledière, sur cette question des logements en centre-ville. Alors, pas qu'en centre-ville, parce qu'effectivement, il en faut sur toute la ville. Il y a un projet, enfin le projet est lancé, mais c'est 500 logements qui vont sortir de terre d'ici 2028 sur la ville de Sablé, du logement social. Il y avait aussi une forte demande des entreprises et des chefs d'entreprise pour loger en fait leurs salariés aujourd'hui, et c'est ce qu'on a travaillé avec eux, qu'on a essayé de répondre au mieux en tout cas à la demande. 500 logements, c'est quand même pas rien sur une ville. Je rejoins Monsieur Brivin quand il parle d'Amaneo, mais on travaille déjà avec eux. Mais c'est pas simple non plus de convaincre les propriétaires aujourd'hui d'investir. On a été dans une conjoncture quand même extrêmement délicate depuis 2020. Ces logements, c'est 8000 personnes aujourd'hui qui viennent travailler chaque jour à Sablé sans y habiter. Voilà. Donc le but aussi, lorsqu'on est maire d'une ville, c'est de garder ses habitants pour qu'ils puissent consommer dans les commerces, qu'ils puissent consommer et qui vivent la ville en fait. Voilà, c'est toujours embêtant de voir des gens qui viennent travailler et ne pas vivre dans la commune et de dépenser forcément ce qu'ils gagnent ailleurs. Donc ça va être l'objectif, c'est du logement social, ça va être du logement libre de constructeurs, notamment sur le quartier du Pré, ça va être du logement standing sur la rue de Sarthe. Voilà, on essaie de diversifier pour avoir un habitat tout au long de la vie sur la ville de Sablé dans le prochaine mandature. L'habitat n'est pas extensible, vous le savez, avec les zones. On fait comment très concrètement? C'est de la réhabilitation plutôt que des programmes neufs? On encourage évidemment la réhabilitation, mais on voit aussi qu'il y a des terrains qui avaient été jetés par le passé pour être constructibles. Donc du coup, on se saisit, on prend la balle au bon, comme on le dit, même s'il y a des endroits où on n'a pas pu aboutir, puisque voilà, et les zones environnementales sont passées par là. Et c'est très bien, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, il y a eu des freins, par exemple, à certaines choses. Et puis j'ajouterais, c'était d'avoir un habitat aussi pour les personnes en situation de handicap. On est le première ville à avoir répondu à un projet nous-mêmes, notamment pour les personnes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, quand je les vois dans leur logement, je me dis qu'on a fait une bonne opération pour s'intégrer également et qu'on ait mis ça en cœur de ville. Franck Desgranges, sur cette question du logement. Alors pour le logement, d'après l'INSEE, le nombre de logements sur Sablé, c'est 6658. Hein, et la quote-part de logements sociaux, elle est de 31%, c'est-à-dire 2096 logements. Et ils indiquent qu'il y en a seulement 1968 qui sont loués. Donc à mon avis, il y a une gestion qui reste encore à parfaire sur ce sujet. Hein. Ceci dit, au niveau du conseil, enfin de notre liste, tout le monde s'est réuni autour des priorités dans le logement et des aides, en disant on veut instaurer une priorité communale, l'accès aux logements sociaux et aux aides municipales, afin que les Saboliens établis de longue date ou ayant des attaches locales passent avant les nouveaux arrivants. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'attribution des HLM gérées par la commune tiendra compte d'un critère de résidence et aussi de travail. Hein, à partir du moment où ils ont une obligation de travailler sur place, Oui, enfin, comme on le disait tout à l'heure, les ouvriers qui travaillent à la chaîne chez LDC ou chez Bell ou dans la zone industrielle ne sont pas forcément des Saboliens.
Pourtant, c'est eux qui font oui, et je vous indiquais, fonctionner donc, le territoire. il y a des logements sociaux qui ne sont pas loués, donc il y a une meilleure utilisation qui doit en être faite. Et après, ça n'empêche que si les Saboliens sont encore dans la demande, il faut leur donner priorité, qu'on le veuille ou non. Là, ça vise à favoriser le citoyen, le contribuable local. Et puis sinon, donc, il y a donc une volonté de renforcer le contrôle des conditions d'occupation à HLM. Parce qu'il y a pas mal de luttes à faire contre les incivilités, respect des règles pour améliorer le cadre de vie de tous. Beaucoup de gens demandent à déménager d'un logement où ils sont pour aller ailleurs parce qu'ils ne supportent plus l'ambiance qui est la leur, là où ils sont. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie logement. Le chiffre des HLM qui ne sont pas attribués, Monsieur Ledière, vous corroborez ? Non, parce qu'il y a une liste d'attente qui est énorme au niveau de votre Sarthe Habitat, parce que les gens ne trouvent pas de logement, justement. Est-ce qu'on peut vous demander vos sources, Monsieur Desgranges ? Oui, c'est l'INSEE, je vous les ai cités en premier. Moi, j'ai ceux de Sarthe Habitat, bon, c'est peut-être pas les bons. Monsieur Nicolardot, cette question du logement, notamment pour les travailleurs. Merci. Alors pour les travailleurs et pour les populations fragiles, les populations méritantes. S'agissant des populations les plus fragiles, je pense aussi à ceux qui sont isolés et nos anciens. Nous, on a un projet qui est significatif, c'est de faire une résidence senior à la place de l'école Gambetta, où normalement il y aurait dû y avoir une maison de santé. J'espère qu'on en reparlera. On a la volonté, bien évidemment, de travailler intelligemment. Je dis bien intelligemment avec Sarthe Habitat pour apaiser un peu les relations et trouver des solutions. Ce qui aujourd'hui est très compliqué quand on parle avec les différents acteurs. Et de façon générale, quand on annonce plus de 500 logements à l'horizon 2028, bien évidemment, ce sont des projets qui sont seulement engagés et non programmés, non livrés sur le mandat actuel. Donc en fait, on est sur du marketing parce que les grandes opérations neuves se concentrent beaucoup sur des programmes privés ou de standing, Rive de Sarthe, les lotissements, etc. Alors que la rénovation, et c'est ça notre priorité, du parc ancien et des logements plus abordables progresse en réalité beaucoup plus lentement. Seulement 67 logements rénovés en centre-ville sur 5 ans, loin des ambitions affichées. Donc on est dans une situation qui est complexe, mais qu'on va bien évidemment redresser. Qu'est-ce que vous appelez population méritante, Benoît Nicolardot ? Eh bien, il nous semble qu'aujourd'hui, pour nous, c'est nécessaire, si vous voulez, de faire preuve de justice sociale à Sablé et d'être capable de faire des choix par rapport au logement, par rapport à des aides sociales municipales, pour conditionner effectivement l'octroi d'un certain nombre d'avantages à ce que effectivement les personnes démontrent dans la réalité. Pour continuer sur ce sujet, on peut peut-être parler des logements en réfection ou voire des logements insalubres, Sophie Nouchet. Oui, il y en a énormément donc dans le centre-ville, dans le centre ancien, vous l'avez évoqué, et c'est difficile de faire bouger les propriétaires privés. Il y a eu des opérations menées, donc notamment pour les façades. Mais quels sont les leviers là, dont vous pouvez vraiment disposer pour motiver ces propriétaires ? Alors, on n'est pas aux affaires. Certes, ce que je dis tout à l'heure, c'est sûr que c'est pas simple, mais il faut vraiment insister parce que au bout d'un moment, ces logements vont poser problème. Pour les logements qui sont à côté de ces logements, ils vont aussi avoir des conséquences. Donc oui, il en va de situation de sécurité publique. Donc c'est vrai que j'ai pas tous les éléments. C'est certain que c'est pas facile, on le reconnaît au niveau de notre liste. Maintenant, c'est quelque chose qu'on veut s'emparer. Donc, voilà, ce que je vous dis à Zéro Logement, qui est une plateforme mise en place par l'État. Donc, l'État aussi veut se saisir du problème. Et donc, il faut faire avec tous ses partenaires. Et puis les propriétaires, oui, à un moment, il va falloir trouver la solution. Alors peut-être que l'État va peut-être avoir, à un moment, le législateur va peut-être agir pour mettre en demeure ces propriétaires de réagir, soit le vendre, soit à eux-mêmes de le rénover, éventuellement avec des partenariats pour les aider dans cette démarche de rénovation ou de remise sur le marché. Nicolas Ledière, la commune peut-elle inciter les propriétaires ? C'est le travail qu'on a essayé de mener tout au long de cette mandature. Je vais prendre un exemple simple. Tout le monde connaît la Grande Rue à Sablé. Il y a une boulangerie qui est fermée depuis 15 ou 20 ans quasiment. On a mis plus de 2 ans à retrouver le propriétaire.
plus de 2 ans. Une fois qu'on l'a retrouvé, on lui a demandé ce qu'il voulait en faire. Il a dit je veux le vendre, il l'a vendu. Celui qui l'a racheté voulait faire des travaux, et puis en fin de compte, il s'est rendu compte du coût des travaux, même si on l'accompagnait pour la rénovation des façades, il a revendu. Donc là, on est sur un deuxième acheteur. Donc c'est extrêmement compliqué et on est dans une conjoncture qui n'a pas facilité non plus les gens à investir dans l'immobilier, à faire de la rénovation de leur bâtiment. Donc voilà. Et par contre, je rejoins, c'est des remontées qu'on fait aussi sur l'action de l'État qui doit nous aider aujourd'hui parce qu'on n'a pas la main, nous, aujourd'hui, les collectivités, pour obliger un propriétaire à remettre en état son habitat. Franck Desgranges, comment inciter les propriétaires ? J'ai vraiment pas plus de choses à vous rajouter sur le sujet que je l'ai dit précédemment. Il faut avoir une expertise, discuter avec les gens, faire une proposition et ensuite faire des actions. Point final. Je dirais qu'il n'y aura pas de problème d'investissement immobilier s'il y a un projet général qui est porteur et qui économiquement tient la route. Monsieur Nicolas Ardo, sur cette question. Écoutez, aujourd'hui, si on est capable de relancer une dynamique, les propriétaires se mettront autour de la table et on trouvera des solutions. C'est comme ça que ça fonctionne quand on est en entreprise, quand on est à la tête d'organisations, qu'elles soient associatives ou autres. C'est comme ça qu'on pratiquera demain dans la concertation avec des résultats. Merci pour cette deuxième thématique. Je pense qu'on peut passer à la troisième, le thème vivre ensemble et qualité de vie. On peut y mettre beaucoup de choses dans cette thématique. C'est la raison pour laquelle, en concertation les uns les autres, nous avons voulu cette question très ouverte pour que vous vous sentiez libre d'y mettre les sujets que vous souhaitez. Yann Lastenet. Alors Sablé est une ville multiculturelle qui rassemble 48 nationalités. Question simple, quelles mesures concrètes prendrez-vous, si vous êtes élu, pour favoriser ce vivre ensemble ? Nicolas Ledière. Bon, écoutez, on n'a pas attendu non plus de faire déjà des choses. Déjà dans nos quartiers, les quartiers que sont Saint-Exupéry, que sont Moreux, avec notamment on a organisé le déménagement d'Alpha Sablé qui fait un énorme travail sur ce secteur. Beaucoup de choses au niveau de l'école. Parce que je pense que l'école dans ces quartiers, c'est le cœur du quartier. On a refait entièrement l'école Saint-Exupéry pour les enfants. C'est la plus grosse école du quartier. Donc on va continuer à faire ces actions d'accompagner les familles parce que la porte d'entrée, en fait, aujourd'hui, on s'en est rendu compte, c'est l'école. C'est là qu'on décèle les problématiques, c'est là qu'on peut accompagner les familles, c'est là qu'on décèle aussi des fois les difficultés qu'il peut y avoir des gens qui ne mangent pas à leur faim, par exemple. C'est des choses qu'on voit, ou des logements en surpopulation qui ne favorisent pas non plus le bien vivre ensemble quand on se retrouve après à l'école avec des enfants qui sont extrêmement fatigués. C'est le travail qu'on fait sur le quartier de Moreux. Il va y avoir un nouvel espace de vie sociale qui va être effectif, tout neuf, qui va sortir de terre en décembre 2026. Toutes les associations qui sont autour aussi, avec qui on travaille, d'amener des animations. On l'a fait notamment cet été en amenant des animations dans les quartiers pour occuper les jeunes, parce qu'on préfère les voir occupés à faire des jeux qu'à faire autre chose. Ça a plutôt bien marché, et ça a tellement bien marché qu'on va le poursuivre dans les autres quartiers si nous sommes reconduits aux affaires. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place sur ces quartiers. C'est aussi les échanges qu'on a réguliers quand je vais dans les quartiers, les réunions publiques, mais aussi de manière informelle le vendredi quand je suis dans la ville. Voilà, toutes ces choses qui permettent de remonter les difficultés et surtout d'apporter des solutions au plus près des habitants. Vivre ensemble et qualité de vie. Est-ce que cette thématique vous intéresse, Franck Desgranges ? Évidemment. À votre avis ? Évidemment. Donc c'est une thématique qui est faite pour nous. Donc vivre ensemble, la meilleure façon de bien vivre ensemble, c'est de rétablir la sécurité. Si la sécurité se met en place, les gens vivront en bonne intelligence. Et à ce titre, je dois vous dire que votre bilan est un désastre, Monsieur Ledière. Taux de criminalité à Sablé, augmentation de 80% entre 2016 et 2023. Donc effectivement, vous le partagez avec Monsieur Marc Joulot, mais sur la seule année 2024, l'augmentation est de 23%. Donc c'est 890 faits délictuels, criminels recensés, c'est-à-dire pas loin de 2 crimes par jour. Et lors de vos vœux, cette année, vous avez indiqué 2025, ça baisse de 5 points. Et c'est pas moi qui suis responsable, c'est la justice qui tape pas assez fort.
Donc là, je vous avoue que je suis un peu désarmé, mais non, il faut faire quelque chose. Dans notre équipe, il y a des mamans, par exemple, leurs filles qui rentrent de l'école, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'elles trouvent un migrant avec le pantalon bas des pattes en revenant. Les violences sur personne, c'est 25 Ça, c'est ce qu'on vous dit. Pardon ? C'est ce qu'on vous dit, Monsieur Desgranges, là, quand vous prenez cet exemple là, de ces personnes agressées, soi-disant. C'est ce qu'on vous, c'est vous rapporte. Ce qu'on me rapporte. Parce que vous avez des faits, vous avez des... Oui, voilà. Donc je vous dis, c'est des mères de filles. Alors ils sont allés à la gendarmerie pour porter plainte et on leur a dit non, il n'y a pas de fait, donc c'est une main courante. Donc ce n'est pas enregistré. Et ça représente pas loin de 25 pour 1000 en termes de taux pour Sablé, c'est-à-dire dont les problèmes sexuels, c'est 6,8 pour 1000. C'est-à-dire grosso modo, vous allez devant un lycée de jeunes filles, il y en a 400, et vous dites il y en a 3 cette année qui vont être agressées sexuellement. Donc en face de ça, nous, on a des propositions qui sont concrètes, elles sont au nombre de 4. Une ville de 12 500 habitants, quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a 8 policiers municipaux, c'est le cas. Là, il se passe quand même pas mal de choses. Donc la BAC, généralement, c'est au moins 4 policiers municipaux supplémentaires. Sinon, il y a un outil qui existe déjà, qui est les vidéos, mais il faut en mettre plus, une quinzaine. Ça permet d'avoir un côté dissuasif, parce que les gens se sentent surveillés, donc auquel cas ne font pas l'ânerie. Ou alors, s'ils ont fait l'ânerie, au moins, on peut l'élucider. Sinon, vous avez un gros problème de drogue sur Sablé. Et donc, on envisage d'intégrer une brigade canine avec des chiens renifleurs. Quand ils passent et que les gens sont avec leurs produits d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pas un maire qui le décide, là, pour la brigade canine. Pour le coup. Sur une police municipale, c'est pas directement. Vous pouvez le demander. C'est pas forcément un maire qui le décide. Vous pouvez le souhaiter, mais c'est plutôt la gendarmerie, l'État là, qui... L'intégration de brigade canine, ça peut se faire en police municipale. Bon. On a une expertise en la matière. Dans notre liste, il y a 2 policiers qui sont au plus haut niveau. Et donc, ce genre d'outils, effectivement, ils le maîtrisent parfaitement. Il faut une formation, elle est prévue dans le budget. La sécurité, c'est pas loin de 300 000 euros d'investissement ponctuel. C'est 200 000 euros de frais de fonctionnement annuels supplémentaires, mais ça vaut le coup. Dernier point, c'est, en ce qui concerne donc le voisinage, il faut que chacun se sente solidaire. On envisage de mettre en place une plateforme pour voisins vigilants. S'il y en a qui partent en vacances, on se prévient et puis on agit sur la matière. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire en immédiat. Il y a d'autres éléments que je peux développer avec vous sur le sujet, mais je laisse la parole. Bon, vous avez donné un certain nombre de chiffres, nous on n'a pas les mêmes. D'après la gendarmerie de Sablé, la délinquance sur l'année 2025, c'est moins 9%. Avec moins 25% de vols sur 2 véhicules et moins 11% d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Les plus 25% de 2024 avaient été expliqués par le lieutenant qui est resté plusieurs années à Sablé et qui est parti l'été dernier. Et il avait bien insisté sur le fait que cette augmentation était en corrélation avec l'augmentation des opérations, tout simplement. C'était une augmentation mécanique. D'autre part, dans toutes ces analyses, et à chaque fois qu'on l'a interviewé, il nous a confirmé que Sablé n'était pas une ville moins sûre que les autres en Sarthe, mais que c'était une espèce d'image qui lui collait à la peau, notamment dû au fait que, effectivement, des gens circulent la nuit, parce que des gens travaillent en 3-8 dans les usines. Donc à Sablé, il y a du monde, effectivement, même la nuit. Et si les violences augmentent, il avait également expliqué que c'était surtout les violences intrafamiliales qui augmentaient. C'est ce qui se passe dans les appartements, dans les foyers. Et donc nous, notre question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous comptez faire précisément pour cette violence-là dont on sait, et là on en est sûr qu'elle augmente? Je pose la question à Franck Desgranges parce qu'on va laisser aussi les autres répondre plus globalement. Je vous en prie. Je trouve un petit peu alarmant le fait que vous compariez donc sur les 7 années les 100% d'augmentation avec simplement une communication sur l'année 2025. Vous n'avez pas donné votre source, monsieur Desgranges. Vous n'avez pas donné ça au départ. Ceci dit, la violence, la délinquance et les crimes sont bien présents. D'où viennent vos chiffres, s'il vous plaît? Quelles sont vos sources pour ces 80% supplémentaires? C'est la gendarmerie. C'est les chiffres qu'ils ont publiés d'une manière ou d'une autre. Ils sont disponibles et c'est ceux que j'ai récupérés. Alors les derniers sont beaucoup plus encourageants. Pardon ? Les tout derniers sont beaucoup plus optimistes en tout cas. Vous repartez 10 ans en arrière, si en tout cas sur la dernière année, sur 7 ans, ça va mieux. Une augmentation de 100% avec 5% de diminution sur l'année 2025, moi je veux bien, mais parlez-en à la population, vous allez voir, ça va pas être tout à fait pareil. Monsieur Nicolardot, sur cette question et puis de manière plus générale sur le vivre ensemble. Merci. Aujourd'hui, nous, quand
on est en contact avec tous les Saboliens. Leurs besoins prioritaires auxquels on va répondre, c'est d'être protégés, d'avoir un job qui leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat et bien évidemment de vivre un lien social dans la convivialité. Une fois qu'on a dit ça, et je suis quand même auxiliaire de justice, étant avocat, j'entends tout et n'importe quoi depuis tout à l'heure, il est clair, et je vous inviterai à venir avec moi au tribunal correctionnel prochainement, qu'on a une délinquance, à Sablé-sur-Sarthe en tout cas, avec les chiffres de 2024 consolidés, qui est un peu plus de 2 fois plus importante que le reste de ce qui se passe dans la Sarthe. Donc un taux de délinquance qui est effectivement très significatif, à tel point que quand on est en contact avec nos amis magistrats, on a une image qui n'est pas forcément reluisante et qui se base sur des chiffres réels. Il s'agit de magistrats. Ensuite, on a, si vous voulez, la nécessité, en tout cas aujourd'hui, d'apaiser les choses, de rassembler. Et nous, par rapport à la sécurité, on va d'abord être dans la prévention. En faisant en sorte que notamment nos amis des communautés puissent être mieux représentés, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement, vous l'avez vu dans la presse, le fameux CICS, le comité intercitoyen qui permet, alors qu'on a 45 nationalités, d'avoir un interface et de discuter. Parce que si on ne discute pas les uns avec les autres, les pires choses, effectivement, peuvent survenir. Ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Mais nous, on est dans cette logique de prévention, de sécurisation, s'il le faut, et avec effectivement des mesures qui figurent dans notre programme, qui sont particulièrement justes et aussi en lien avec la justice, parce que nous ne sommes pas dans une position victimaire, nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec la justice, d'où mon projet de mettre en place des systèmes de transactions municipales pour apaiser les choses et faire en sorte qu'il y ait une justice rapide et responsabilisante. Après, effectivement, sur la question du vivre ensemble, bien évidemment, on est attentif, encore une fois, aux plus fragiles, à ceux qui n'ont pas forcément eu la chance d'être chez nous depuis très longtemps. Et à ce titre-là, notamment sur les temps périscolaires, nous voulons densifier ces temps en étant capables de faire davantage pour qu'ils puissent réussir à l'école. Fabrice Brivant. Oui, alors nous, on le traite d'une façon différente, ce terme sécurité. On emploie dans notre programme, c'est la ville apaisée. La ville apaisée, c'est fait référence éventuellement aux mobilités, mais ça fait référence à un ensemble de choses. Et on peut mettre dedans le vivre ensemble. Donc on préfère... On veut travailler sur les conséquences, bien sûr, de la délinquance, mais on veut aussi aller à la racine des causes. La racine des causes, pour nous, c'est beaucoup de prévention. On peut s'appuyer sur des associations actuelles, notamment sur les violences intrafamiliales, violences conjugales. Il y a vraiment un nombre d'associations qui sont importantes sur Sablé et sur lesquelles il faut s'appuyer, leur donner les moyens d'agir. On a des moyens de prévention sur l'alcoolisme, parce qu'on parle de la drogue, certes, qui est un grand problème, mais l'alcool fait aussi beaucoup de ravages sur notre territoire et ailleurs. Et pardon, excusez-moi, quels sont les outils, les moyens d'une municipalité pour aider justement ces associations? Quels sont les leviers? Il faut travailler avec ces associations-là qui... Ça passe par quoi? La concertation, ça c'est eux de leur demander ce qu'ils ont besoin comme appui au niveau de la municipalité pour donner plus de poids à leurs interventions. Et après, nous, on a aussi le projet d'investir dans une infirmière de ville, une infirmière santé de ville, qui soit éventuellement aussi en rapport avec les coordonnatrices infirmières de la maison de santé, éventuellement la police municipale également, pour prévenir tous ces problèmes de délinquance ou de mauvais comportements. Il y a aussi, on a un problème aujourd'hui de santé mentale, donc une formation aussi des agents municipaux, des agents de police municipale pour appréhender, aller à la rencontre de ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Je pense aux personnes notamment sans domicile fixe, qu'il faut se rappeler quand même sont en grande partie issues de l'ASE. Donc l'ASE, c'est l'État, et l'État a une grosse responsabilité sur la situation de ces personnes. À 18 ans, au plus tard 21 ans. On parle de l'aide sociale à l'enfance, je précise pour les auditeurs. Donc ça, c'est du ressort du département, mais c'est catastrophique. Et donc ces personnes-là qui sont déjà cabossées dès la petite enfance, on les laisse à un moment de 18 ans ou 21 ans, ils ne sont pas construits et ils ont déjà plein de problèmes, et on le laisse comme ça dans la nature. Souvent, ils tombent dans des addictions de drogue, d'alcool et autres. Et il faut traiter le problème racine. Donc évidemment, il y a le département
département, pour l'ASE, l'État, bien sûr, l'État, mais les associations de prévention ont vraiment un rôle important pour accompagner ces personnes. Et donc la formation aussi pour ces agents, pour la police municipale, toutes les personnes qui doivent être en contact, parce qu'on n'oublie pas non plus que pour la population, les personnes sans domicile fixe peuvent, oui, faire un petit peu un repoussoir, mais c'est aussi des personnes qui ont des soucis et se mettre aussi des fois un peu à la place de ces gens-là. Je ne veux pas dire que j'excuse pas quand il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, mais voilà, il y a un parcours de vie et on a chacun notre parcours, c'est pas toujours évident. Juste pour rebondir sur cette hausse des violences intrafamiliales, justement, là encore, que peut faire une mairie pour lutter contre ce fléau? Eh bien, oui, là encore, la prévention, de l'aide à la parentalité, important. En plus, on a aujourd'hui une augmentation de la monoparentalité, et la monoparentalité avec des personnes qui travaillent souvent en horaire décalé, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment un accompagnement. On n'a pas toutes les clés, c'est certain, mais tout ce qu'on peut faire au niveau de la prévention, il faut le mettre en place. On arrive à presque 1 heure de débat et vous êtes vraiment dans les clous au niveau de vos temps de parole. Je rebondis effectivement sur la question que posait Liane Lastenette, cette augmentation des violences intrafamiliales. Que peut une municipalité sur le sujet, Nicolas Lediard? Alors ça, c'est un sujet qu'on a travaillé notamment avec le service éducation et CCAS de la ville de Sablé. Et c'est là, quand je disais que la porte d'entrée, souvent, c'est l'école, c'est là qu'on a pu détecter et de faire des réunions qui n'étaient pas du tout faites avant, de mettre l'éducation nationale, les professeurs, ceux qui sont sur le temps de cantine, le périscolaire également, de les mettre autour de la table, d'échanger. Sarthe Habitat également, parce que c'est souvent des problématiques qu'on retrouve dans des habitations de Sarthe Habitat. Mais il y a eu vraiment une connexion en tout cas entre ces services pour soulever les problématiques. Alors je dis pas qu'on a tout réglé, et je dis pas qu'on va tout régler, mais on a pu régler certaines situations qui étaient quand même depuis un certain temps grandissantes au niveau des difficultés pour les enfants. Donc c'est d'accentuer ce travail-là. Avec l'ASE évidemment, c'est ce qu'on fait également, les services du département. Bon voilà, il y a aussi des événements qui font que des fois, on a beau appeler le département qui est aussi lui surchargé au niveau de ce travail-là. J'ai vécu ça moi un samedi matin, petit enfant qui a échappé à sa maman, qui est monté sur le toit, qui est tombé. Bon, voilà, ça fait partie des choses aujourd'hui parce qu'on n'a pas, voilà, le département n'avait pas forcément répondu à ce moment-là. À cette dame, et je pense que c'est ce genre de choses aujourd'hui qu'on doit encadrer encore davantage. Franck Desgranges, sur la question des violences intrafamiliales, que peut une municipalité selon vous? Alors, d'une manière un peu plus générale, effectivement, on traite ce sujet au travers de notre volet solidarité et service aux Saboliens. Donc, dans notre liste, il se trouve que nous avons à peu près 14 ouvriers. Et donc ce sont des personnes qui sont très sensibles à ce genre de choses, dans la mesure où à l'école du dénuement, on apprend la valeur des choses. Et parmi ces gens-là, donc il y a des compétences diverses et variées, notamment en milieu médical, une AESH. Voilà. Donc vous parlez des violences intrafamiliales, mais aussi en ce qui concerne les familles qu'on laisse se débrouiller toutes seules avec leurs enfants handicapés, et puis l'impossibilité qu'on a, parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnants pour les scolariser. Voilà, il y a tout un système à mettre en place. Alors bon, vous avez raison de le dire, monsieur le maire, la mairie ne peut pas tout faire, mais comme vous, comme votre métier de journaliste, nommer les choses, c'est déjà au moins les faire exister et impulser de façon à ce que ça évolue et ça aille dans le bon sens. Donc au travers des outils qu'on souhaite mettre en place, c'est au moins effectivement pour en parler au travers d'un colloque qu'on serait organisé de façon à mouiller les gens dont c'est la compétence, notamment au niveau du département. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? On ne laisse pas un compagnon de route derrière soi, donc on a un plan zéro SDF. Là où on fait des arrêtés anti-mendicité, nous c'est plutôt un arrêté pour accompagnement. Voilà. Concrètement, vous faites comment ? Alors là, il y a, et je retiens effectivement ce que vous disiez, il y a des associations dont c'est le métier et qui ont la compétence. Donc travailler avec elles sur le cadre de plans concrets, de contrats d'objectifs visant à un moment donné la réinsertion. Voilà.
Je regarde le chrono. On va passer, si vous le voulez bien, à Benoît Nicolardot pour vous laisser du temps à la fin, Franck Desgranges. La question des violences intrafamiliales, quand même, qui était la question centrale. Oui, c'est un sujet qui est évidemment très délicat. Nous, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'associations, donc bien évidemment, on continuera de travailler avec elles et aussi de leur donner toute leur place dans le cadre du CLSPD, qui est le comité local de sécurité, de la prévention de la délinquance, des temps et des lieux permettant de mettre tous les acteurs autour de la table, ce qui n'existe pas à Sablé, qui pourtant concentre 80% de la délinquance en pays sabolien. Donc il faut quand même s'en préoccuper évidemment, et de façon peut-être plus concrète, mise à disposition quand c'est possible d'appartements permettant de sécuriser les personnes qui sont, et je pense notamment aux mamans solo avec leurs enfants, pour qu'elles soient sécurisées immédiatement. Dès qu'on pourra le faire, on le fera. Fabrice Brivin, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question des violences intrafamiliales, si je ne dis pas de bêtises. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, pas spécialement. Prenez votre micro par contre, s'il vous plaît. Excusez-moi. On peut aussi insister, on veut aussi augmenter les éducateurs de rue qui peuvent aussi canaliser ces enfants et travailler aussi sur les quartiers, et dans les jeux dans les quartiers, les rénover, en mettre de nouveaux. Et il y a demandé aussi par les jeunes les tournois interquartiers qui permettent aussi de faire du lien. Le vivre ensemble, vous l'avez évoqué, c'est aussi la santé. Alors, ce n'est pas une compétence directe, effectivement, d'une municipalité. Là, c'est l'intercommunalité qui pilote ça. Néanmoins, une maison de santé va voir le jour ici à Sablé. Peut-être, Franck Brivin, d'abord, comment faire pour capter et fidéliser des professionnels de santé sur une ville comme Sablé ? Il faut donner la possibilité d'avoir un logement décent, des gardes d'enfants pour ces médecins et les locaux adaptés. C'est déjà là qu'on peut travailler, demander leurs besoins et essayer d'y répondre du mieux qu'on peut pour les fidéliser. Et la gare de Sablé permet aussi aux étudiants en médecine sur l'université d'Angers notamment de pouvoir venir faire leur internat avec des médecins qui les accueillent. Donc aussi inciter les médecins en poste d'accueillir des internes pour essayer de les fidéliser sur le territoire. Nicolas Lediard, c'est un serpent de mer pour les municipalités sartoises. C'est un serpent de mer national. La santé est un sujet extrêmement prégnant partout. La première pierre va être lancée. On parle quand même de cette maison de santé depuis 2009 à Sablé. On va se satisfaire qu'enfin la première pierre soit posée. Il y a déjà des internes du CHU d'Angers qui se renseignent, de savoir quand est-ce qu'elle va ouvrir, comment ils vont pouvoir venir et dans quelle spécialité. Donc il y a déjà une dynamique. Il y a déjà une dynamique qui s'est inscrite notamment autour du pôle santé Sarthe-et-Loire avec le CHU, le CHM, puisqu'on travaille en concordance. Maintenant, on voit qu'il y a une reprise nette au niveau du PSSL, donc on peut s'en féliciter aussi. Donc cette nouvelle dynamique, ce travail commun aussi entre les médecins de ville et puis l'hôpital, on voit que ça apporte aussi quelque chose sur notre territoire. On sait que c'est difficile, on sait que c'est pas simple, mais en tout cas, on va mettre les moyens d'avoir une belle structure pour accueillir de futurs médecins. L'habitat, c'est une chose aussi. Aujourd'hui, on peut mettre à disposition, c'était sur le foyer Saint-Denis, on mettait 2 studios à disposition pour les médecins qui venaient de manière épisodique sur le territoire. On va accentuer ce dispositif également, mais en tout cas, on va tout faire pour les accueillir et puis surtout les garder. Franck Desgranges, vous avez peu tant de réponses sur ce sujet, malgré tout, sur ce sujet de la santé, de la maison de santé. Alors c'est pas notre compétence, effectivement. Donc simplement, ce que je peux dire, c'est que la maison de santé, c'est un échec de la mairie de Sablé, effectivement, et c'est une réussite de la communauté de communes. En ce qui concerne donc la venue des différents médecins, il est possible de trouver des relations directes avec des écoles de formation roumaines qui ont autant de compétences et qui permettraient d'irriguer les différents postes qui sont chez nous en France si on n'est pas capable de les former suffisamment. Nicolas Lediard, vous voulez réagir ? Dire que c'est l'échec on a mis le terrain, on a donné la gratuité du terrain quand même. Les Sabolians apprécieront le mot.
Benoît Nicolardo, Oui, la santé. Merci. Deux choses sur la santé et la maison de santé. Très clairement, il y a une très belle antériorité puisque le projet était, je dirais, bien emmanché et Nicolas Ledière le sait parfaitement. Malheureusement, il n'a pas pu se faire alors que tous les feux étaient au vert. On nous dit que les bâtiments de France étaient défavorables. En réalité, il n'y a pas d'avis explicite des bâtiments de France sur la question. Il y a un intérêt patrimonial pour la grille qui est tout à fait joli, mais en revanche, ça aurait pu se faire. Donc là, les Saboliens apprécieront, d'autant plus qu'on était proche du centre-ville et que, évidemment, il était possible de redynamiser d'autant plus la ville. La deuxième chose, c'est que on nous dit, oui, c'est pas la compétence de la commune. Alors ça, c'est le petit jeu depuis le début du mandat qui est finalement déresponsabilisant. Vous avez une compétence en termes d'animation de la communauté de communes. Mais plus globalement, c'est en réalité de l'ARS avec le contrat local de santé qui... Agence régionale de santé. Agence régionale de santé qui établit un certain nombre d'outils, notamment un contrat qu'il convient bien évidemment de regarder attentivement. Mais on voit bien que la commune avait son destin en main s'agissant de la maison de santé. Et ça n'a pas été fait, c'est la faute de la majorité actuelle. Et pour ce qui est du PSSL, j'entends qu'il y a une reprise. Le pôle santé Sarthe-et-Loire, je le précise Sarthe-et-Loire, qui est effectivement cet outil qui est quand même très beau entre La Flèche et Sablé. Vous avez aujourd'hui un maire de Sablé qui est président du conseil de surveillance et qui, là encore, en termes de responsabilité, a fait en sorte qu'il y ait un centre néonatal qui soit créé. Et donc, de fait, eh bien, il n'y a plus de service d'accouchement. Donc là encore, les Saboliens et ceux qui sont autour apprécieront, surtout les Saboliennes évidemment. Donc on voit bien qu'en termes de responsabilité, aujourd'hui, il va falloir assumer et les Saboliens et les Saboliennes apprécieront. Nicolas Ledière, vous voulez peut-être répondre. Eh bien, dis donc, je ne savais pas qu'il était spécialiste de la santé, monsieur Nicolardo. Si vous saviez. En ce qui concerne l'hôpital, clairement, ce n'est pas le président ni la vice-présidente du conseil de surveillance qui décide la fermeture ou non d'un service. Aujourd'hui, il est fermé de manière temporaire parce qu'on ne trouve pas les médecins pour tenir la maternité, le service de maternité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'est pas fermé, le service de maternité, et on a bon espoir avec la maire de La Flèche que ce service rouvre. Et c'est pour ça qu'on s'est battu. Voilà. Aujourd'hui, un service de maternité, c'est 1 500 000 € par an. Il faut des médecins. C'est 6 millions. Aujourd'hui, il faut des médecins. Et il n'y a pas de médecins. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne la Gambetta, on a l'avis, nous. On a l'écrit des bâtiments de France que c'était pas possible. Et il y a un sujet qui n'avait pas été abordé à l'époque, c'est les stationnements. Les stationnements n'avaient pas été du tout abordés dans le sujet de mettre la maison de santé sur la rue Gambetta. Et l'accessibilité, notamment du bus. Parce qu'il y en a beaucoup qui se déplacent aussi en bus. Voilà. Après, bon, M. Nicolardo voit Sablé à travers le prisme de 2-3 personnes qui ont perdu les élections en 2020. Je pense qu'il manque d'objectivité et surtout de connaissances. Monsieur Nicolardo, vous voulez répondre ? Simplement, là encore, les Saboliennes apprécieront. Nous, au-delà de ces critiques, on est dans une logique constructive, vous l'avez compris, et on propose un certain nombre de solutions, notamment pour faire en sorte que, au-delà de la maison de santé, on puisse, dès qu'on a du bâti, favoriser l'installation de jeunes médecins, et aussi plus généralement mettre en place des antennes médicales, comme c'est largement développé dans mon projet, pour densifier le réseau et faire en sorte que l'offre de soins soit bien évidemment pleine et entière. Monsieur Brivin, est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose sur ce sujet de la santé ? Libre à vous, vous avez un peu de temps, mais c'est comme vous le souhaitez. Non, très bien. Je pense que, chers confrères, consoeurs, on a fait le tour. On peut passer peut-être à la question. Alors, je le précise à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, avant l'enregistrement de cette émission, les 4 candidats ont procédé à un tirage au sort. Ils ne savaient pas quelle question allait leur être posée. Dernière question de ce débat, qui sera une question individuelle et ciblée, une question très concrète qui concerne les Saboliens et les Saboliennes. Là, l'ordre donc de passage, ça va commencer par la question qui a été tirée par Franck Desgranges. J'appelle Julie Uris pour poser cette première question. Si vous voulez bien, Julie Uris, rédactrice en chef des Nouvelles de Sablé, c'est à vous. Oui, la première question, c'est quelque chose qui n'a été abordé par personne, aucun candidat. La BNF, le centre de conservation, va quitter le château 2027-2029, en tout cas durant le mandat qui vient. Le château appartient aujourd'hui à l'État, qui risque fort de s'en désengager. Quelles seraient vos idées pour l'avenir du château ? Franck Desgranges. Aucune idée.
Justement, c'est un dossier effectivement qu'on découvrira lorsque éventuellement on sera aux commandes. Et donc à ce titre, eh bien, on verra pour faire une expertise, faire des propositions et puis trouver des solutions. Très bien. Yann Lastenet pour la question à Nicolas Ledière. Donc Nicolas Ledière a tiré la question numéro 2. Alors, la question numéro 2. À l'aveugle, je le précise. Alors, le Festival des Arts Baroques de Sablé fêtera ses 48 ans en août prochain, du 19 au 22 août. Festival de grande qualité, mais qui, selon certains Sabléens, est un peu élitiste. Alors, élu, si vous êtes élu, est-ce que vous maintiendrez ce Festival des Arts Baroques ? Alors, il est moins élitiste qu'il l'a été. On va être objectif. On perdait beaucoup de spectateurs depuis. Et puis surtout, c'était un public qui ne se renouvelait pas. Avec l'arrivée de Lorbar, elle a vraiment revu, en tout cas, la programmation. C'est beaucoup plus éclectique. J'ai vu des publics que je ne voyais pas avant. J'ai vu des Saboliens que je ne voyais pas avant sur certains concerts. Notamment, l'année dernière, on a eu Romain Leleu qui est venu à Sablé. Donc, elle a essayé de l'ouvrir. Ça commence à repartir plutôt bien, puisqu'on a fait plus de 4200 entrées, je crois, au mois d'août dernier. On retrouve ce qu'on connaissait par le passé. Et j'avais dit une chose, que ce festival revienne à ce qu'il était au démarrage, c'est-à-dire à la fois des personnes, des artistes reconnus, mais qu'on ait aussi de jeunes ensembles pour qui c'était en tout cas une rampe de lancement pour leur carrière plus tard. Donc ça repart et ça repart plutôt bien. Merci pour cette dernière question. Sophie Nouchet du Maine Libre, vous allez poser la question numéro 3 à Fabrice Brivin. Oui, une question environnement, puisqu'on n'a pas abordé ce thème. Chaque été, Sablé subit les canicules, comme la plupart des villes de France, et j'aurais aimé que vous nous donniez une de vos solutions pour rafraîchir la ville. Vous avez un peu de temps, Fabrice Brivin. Alors, les solutions, elles sont multiples. Et il faut travailler sur toutes les solutions. Il n'y a pas une solution meilleure que d'autres, c'est toutes les solutions. Monsieur Ledière parlait d'école. Eh bien, la revégétalisation de toutes les cours d'école, mais quand je parle de revégétalisation, c'est des cours oasis. C'est des cours oasis, c'est-à-dire qu'on construit le projet avec les parents, les enfants, les enseignants, la municipalité, les porteurs de projets, enfin tous les acteurs, pour mettre tout le monde dans la boucle. Ça permet que les enfants s'approprient le projet. Ils peuvent travailler dessus en partenariat avec les enseignants. Et dans les cours d'école, on va les refaire découvrir le sens de l'eau. Il y a aussi, on peut mettre en place des jardins pour qu'ils découvrent certaines choses. En fin de compte, le vivant, pour qu'ils découvrent le vivant. C'est des choses qu'on apprenait avant avec nos parents, grands-parents. Aujourd'hui, on s'est très urbanisé et on a perdu ce lien. Et avant, c'est les parents et grands-parents qui apprenaient à leurs enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui vont apprendre à découvrir le vivant à leurs parents, par leurs grands-parents, mais leurs parents au moins. Et donc ça, c'est très important, ce projet de cours Oasis. C'est pour les écoles, mais pour les quartiers ? Alors, les quartiers, des espaces de végétalisation dans tous les quartiers, il y a déjà des choses qui ont été faites, mais il faut l'amplifier. Il faut que chaque quartier ait un lieu de fraîcheur au plus près de chez soi, pour les périodes de grande forte chaleur et de canicule. Et il faut donc boiser quand c'est possible, définir avec les habitants, là aussi, en concertation avec les habitants, définir les endroits qui leur paraissent les plus adaptés pour mettre en place ces espaces de verdure et de fraîcheur. Il y a des contraintes, bien sûr, de sol, parce qu'il y a des réseaux en dessous. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Donc, là aussi, il y a du temps à passer, mais il faut vraiment s'y mettre dès maintenant. On a aussi le projet toujours en participation, pour faire la participation des habitants. Ça existe dans d'autres villes. Végétalisation des pieds de façade ou des petits endroits où les habitants peuvent s'approprier un endroit pour mettre de la végétalisation en partenariat avec les équipes, les agents municipaux. Ça se fait pas non plus, on faut encadrer, ça se fait pas comme ça, mais il y a plein d'endroits où ça peut se faire et en plus ça dresse du lien social. Merci. Donc c'est hyper important. Merci beaucoup. Merci. Dernière question, évidemment, à Tony Fabry, notre confrère de Ouest France, qui va la poser à monsieur Benoît Nicolardo. Oui, on va aborder à travers cette question un thème dont on n'a pas forcément encore parlé, c'est le sport à Sablé. Plus de 4000 licenciés, une quarantaine d'associations, des infrastructures conséquentes aussi, mais qui parfois arrivent à leurs limites. Tout simplement, la question, quelle est la priorité, s'il fallait en citer une, puisque le temps est un petit peu
court, une priorité pour le sport à Sablé. Benoît Nicolardot. Merci. Alors, sur le sport, beaucoup de choses à dire. On se souvient qu'à Sablé, on a été la ville la plus sportive sur la base de critères qui étaient autrement plus sérieux que ceux qu'on peut voir par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à Sablé, c'est une priorité pour nous parce qu'il faut d'abord, à mon avis, s'organiser. Et nous, on veut vraiment faire un bureau des sports pour que les demandes soient centralisées et mettre plus de fluidité entre, d'une part, la mairie et les associations sportives et aussi entre les associations sportives elles-mêmes. Donc c'est vraiment notre projet phare. Et après, j'ai envie de vous dire, on va bien évidemment identifier, et on les a déjà identifiés, mais on va continuer ce travail pour identifier celles des associations qui sont les plus performantes, les plus sociales, celles qui intègrent le mieux, pour ensuite adopter les mesures et bien évidemment les suivre pour, encore une fois, faire en sorte que Sablé puisse redorer son blason dans les différentes disciplines où cela est possible. Voilà. Et avec, encore une fois, des sports qui peuvent être à la fois des sports populaires, mais aussi des sports qui le sont peut-être dans l'esprit des gens un peu moins, et c'est l'un et l'autre que nous voulons favoriser. Je vous remercie mille fois, messieurs, les candidats pour ces élections municipales, cette élection municipale de Sablé-sur-Sarthe, d'avoir participé à ce débat démocratique. Je le rappelle, les candidats sont Benoît Nicolardot, liste Tous pour Sablé, Fabrice Brivin, Un avenir pour Sablé, Nicolas Ledière, maire sortant, Sablé pour vous, Franck Desgranges, liste Rassemblement pour Sablé. Merci mille fois. Retrouvez cette émission, le résumé de cette émission dans les colonnes des journaux participants, Le Maine Libre, Ouest France et les nouvelles de Sablé qui nous accueillent dans leur bureau. Je les en remercie chaleureusement. Vous pouvez retrouver cette émission également en replay sur Ici Maine et sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe en intégralité. N'oubliez pas d'aller voter les 15 et 22 mars prochains.